Assassin. Le Pen complice. Poutine. Assassin. Assassin. Le Pen complice. Poutine. Assassin. Poutine. Assassin. Le Pen complice. Poutine. Assassin. Le Pen complice. Le Pen complice. Poutine. Assassin. Le Pen complice. Le Pen complice. Poutine. Assassin. Le Pen complice. Poutine. Assassin. C'est bon. Faisons barrage à l'extrême droite. 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 C'est quoi le message aujourd'hui? Le message, c'est que Madame Poutine est une alliée. Madame Poutine, vous voyez, c'est un peu plus révélateur, parce que par ailleurs, c'est bien Madame Poutine, puisque Marine Le Pen est une alliée évidente de Vladimir Poutine. Elle essaye aujourd'hui de le faire oublier, mais il faut se souvenir que Marine Le Pen a refusé de voter les sanctions lorsque Poutine a envahi la Crimée, que Marine Le Pen est une alliée de Poutine, avec lequel elle a d'ailleurs des liens financiers dans ses différentes campagnes, et que Marine Le Pen est une admiratrice de Poutine. Aujourd'hui, Poutine est un criminel de guerre avéré. On en est même aujourd'hui à parler de génocide ou à minima de crimes contre l'humanité suite à ce que subit l'Ukraine. Et c'est cette personne qui prétend qu'elle va diriger les affaires étrangères de notre pays. L'élection de Madame Le Pen au pouvoir, ce serait une admiratrice du régime de Poutine, un régime d'autocrate, et une admiratrice des logiques impérialistes de Poutine. Il n'est pas possible que Madame Le Pen soit élue présidente de la République parce que, évidemment, ça voudrait dire une France vassalisée à la Russie de Poutine, et que les gens entendent bien que Madame Le Pen nous explique qu'elle est contre le grand remplacement ici, soit le soi-disant grand remplacement, mais qu'elle soutient une personne qui, en Ukraine, est en train de mener une logique de purification ethnique, ce qui est quand même un peu étrange au regard de ce qu'elle raconte aujourd'hui au peuple français. Donc voilà quel est le message, et on ne voudrait pas que Madame Le Pen, dont l'image a été lissée, eh bien, soit une personne qui puisse continuer à se présenter comme étant exempte de ses différentes positions passées et de ses accointances toujours présentes. Poutine. Assassin. Le Pen complice. Poutine. C'est jamais perdu une bataille. Non, il n'y a pas de bataille perdue parce que Madame Le Pen, je pense, sera battue dans les urnes, et elle sera battue dans les urnes parce qu'on se mobilise, parce qu'on rappelle qui elle est, et que toute la stratégie de prétendue dédiabolisation du Front National, eh bien, elle se met en échec à travers les différentes actions que nous pouvons mener et que l'ensemble de la société civile va mener. Et j'appelle essentiel dans les guerres impérialistes que se pour toute l'Europe. Barrage à l'extrême droite. Faisons barrage à l'extrême droite. Barrage à l'extrême droite. Faisons barrage. Poutine, assassin, Le Pen complice. 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 Ces militants qui disent que vous êtes complice de Vladimir Poutine.
messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette conférence de presse sur les questions internationales. Je salue en particulier les journalistes de la presse étrangère qui nous font l'honneur de leur participation. Je souhaite simplement vous présenter aujourd'hui les grandes lignes de mon projet de restauration du rayonnement de la diplomatie française, de restauration de la place singulière qui est la nôtre dans le concert des nations, expression que je préfère à celle de communauté internationale. Avant d'exposer ma conception de cette diplomatie nationale que j'entends mener une fois élue, je souhaiterais l'inscrire dans une vision à la fois intellectuelle et historique, car la France est une nation à part. Quels éléments ont permis en effet à Charles de Gaulle de déclarer en 1941 à Londres qu'il existe un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde? S'agit-il d'une phrase grandiloquente et pompeuse ou au contraire riche de sens et intemporelle? Est-ce encore d'actualité aujourd'hui? Pourquoi la liberté du monde aurait-elle besoin de la grandeur de la France? La France parce que nos rois furent fils aînés de l'Église ou à contrario au titre des Lumières, des droits de l'homme et de la laïcité serait-elle dotée d'un rôle spécifique dans le monde? N'oublions pas que Jean-Paul II, dans son discours du Bourget en 1980, n'a pas seulement demandé « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?» Il a ajouté « France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle ?» Le pape avait donc, il y a 42 ans, décrit la France comme éducatrice des peuples. Le Saint-Siège oserait-il décrire ainsi la France aujourd'hui? Et pourtant, objectivement, c'est ce que fut la France. Songeons à Romain Gary, dont la mère russe aimait la France plus que tout et transmit à son fils cet amour de sa patrie d'adoption. Pourquoi aime-t-on parfois plus la France à l'étranger qu'en France même? Pourquoi notre civilisation rayonne-t-elle sur les 5 continents? Sans tomber dans l'orgueil, il importe que les Français, et je dirais même les jeunes diplomates français, se posent la question. Pour être honnête, je pense que la France est héritière de toutes ses composantes. Chrétienté, humanisme, lumière, et que le rôle de la France dans le concert des nations en découle. Et si nous sommes forgés par des siècles d'histoire souvent glorieuse, nous ne sommes cependant mus par aucune nostalgie. Tout le monde a en mémoire le discours de Dominique de Villepin prononcé en 2003 au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, présentant la France comme un vieux pays d'un vieux continent comme le mien, disait-il, l'Europe, justifiant son opposition à l'agression alors perpétrée comme contre un État souverain, l'Irak, dont nous mesurons encore aujourd'hui les conséquences. La France a eu alors ô combien raison de s'y opposer. Je n'oublie pas non plus les critiques qui ont immédiatement émané, y compris dans la classe politique française, pour considérer que ce discours conférait à la France une posture, alors perçue à tort comme anti-américaine, davantage qu'une stratégie. Mais au fond, je constate aussi que plus on parle aujourd'hui de stratégie dans le domaine de la politique étrangère, plus on parle de partenariat stratégique, plus on est dans la vacuité et le marketing diplomatique. On n'a jamais autant employé le terme stratégie que depuis que nos gouvernements successifs n'apportent plus aucun élan, aucune âme à notre diplomatie, se contentant d'en préserver vaguement l'outil ou d'en renier et d'en orienter mal les moyens. Si la vocation de la France est continentale, elle ne saurait oublier qu'elle a un héritage maritime qui fait d'elle une puissance mondiale, présente sur tous les océans du monde, grâce à son domaine outre-mer, sa marine marchande, et de guerre et ses alliances. Son horizon géographique n'est pas borné à l'Europe, ni même à une communauté allant de l'Atlantique à l'Oural. Elle est mondiale par sa géographie, son histoire, ses intérêts et ses fidélités. C'est pourquoi la France n'est pas la France sans la grandeur. C'est le principe premier qui doit sous-tendre toute action, toute stratégie, toute initiative. La France n'est pas une nation moyenne, mais une grande puissance qui compte encore. Le second principe qui guidera mes pas est la défense urbite et torbide de l'intérêt national, c'est-à-dire ce qui est bon, nécessaire et utile à la France. Cette conception n'est pas étriquée ni même égoïste, elle est non seulement naturelle à tous les pays,
mais elle est en outre le prérequis de toute diplomatie active et entreprenante. Qu'est-ce qu'au fond une alliance, si ce n'est que l'acceptation mutuelle d'un intérêt commun sans cesse rafraîchi par la réciprocité et la valeur des services rendus? Le troisième principe que je remettrai au cœur de mon action diplomatique est le retour des valeurs traditionnelles de la diplomatie française: indépendance, équidistance et constance. Ces trois piliers nécessitent un développement. L'indépendance n'est pas cette attitude égoïste d'une nation neutre, indifférente au sort du monde et des peuples. Elle est au contraire le moteur nécessaire de toute intervention dans les affaires du monde. Comment être acteur de paix et de liberté dans le monde si l'on est soi-même enchaîné à des dépendances qui ligotent toute action et obèrent d'emblée toute objectivité? L'indépendance s'affirme ainsi comme la condition nécessaire à toute intermédiation, à tout arbitrage et à toute entreprise. La France peut être utile au règlement des grands désordres du monde si et seulement si elle est indépendante. C'est là un paradoxe que comprennent mal les mondialistes, mais que nous autres nationaux, nous savons être une vérité éternelle. C'est l'une des raisons qui me feront quitter le commandement intégré de l'OTAN. L'équidistance, qui découle de cette posture indépendante, consiste à comprendre le monde avant de le juger à travers les lunettes myopes de l'idéologie, à comprendre la géopolitique des nations sans la condamner d'emblée. Enfin, parce que la France est l'héritière de 1000 ans de traditions diplomatiques et militaires, intellectuelles et culturelles, la constance est de rigueur. Constance dans ses choix d'un monde multipolaire, constance dans ses engagements envers certains pays comme le Liban et certaines communautés comme les chrétiens d'Orient et certains peuples comme les peuples juifs et palestiniens. Pour ma part, je m'inscris plutôt dans la tradition westphalienne des relations équilibrées entre États souverains et dans la tradition de 1815 d'intégration de la France dans le concert européen et dans le concert des nations, sans subir ni chercher à imposer d'hégémonie. Non parce que la France n'aurait plus les moyens d'exercer une quelconque hégémonie, impériale, coloniale, linguistique ou commerciale, mais parce que cela, au fond, ne correspond pas aujourd'hui à sa vocation. Enfin, pour être complète, je restaurerai la diplomatie secrète, car c'est la seule qui soit efficace. À la diplomatie bavarde et ouverte d'Emmanuel Macron, je substituerai la diplomatie du silence et de l'action confidentielle. Ce qui supposera une réforme des méthodes, des ressources et des leviers de la diplomatie française, trop brouillonne, trop peu informée et si peu discrète. Alors, quelle sera ma politique de restauration de la place de la France dans le concert des nations si les Français m'élisent le 24 avril prochain? Sans bien sûr renoncer au multilatéralisme, j'insisterai sur l'approfondissement du bilatéralisme, aujourd'hui trop négligé au profit du multilatéralisme et qui doit être au cœur de notre action diplomatique. Lors de la conférence des ambassadeurs d'août 2019, le président Macron a fort opportunément constaté que le Quai d'Orsay devait réinvestir le travail bilatéral, se disant frappé de voir que l'Europe avait été laissée aux spécialistes. Ce qui signifiait en fait à des technocrates d'un fédéralisme européen sans âme au détriment de nos relations bilatérales avec les autres États européens. Eh bien, son constat était juste. Il disait avoir effectué une vingtaine de déplacements bilatéraux parmi les pays de l'Union européenne en 2 ans et s'être alors aperçu que, en visitant ces pays, que ces pays n'avaient plus été visités par des présidents français depuis 15-20 ans. Et effectivement, c'était le cas, par exemple, de la Croatie et de la Serbie. Il a aussi reconnu que l'Allemagne avait été beaucoup plus efficace que nous durant les 15 dernières années sur ce sujet, avant d'appeler à réinvestir le dialogue avec les États baltes, les États de l'Est, le groupe de Visegrad, les pays de la rive sud de la Méditerranée. Pour ma part, je renforcerai nettement cette ébauche timide de retour de notre dialogue bilatéral en Europe, qui avait pâti de la prétendue construction européenne hors sol et déconnectée. Oui, déconnectée même, ce que l'on nommait naguère le concert européen. Je pense aux États déjà membres de l'Union européenne, mais aussi aux Balkans occidentaux, que nous n'avons pas vocation à laisser, comme aujourd'hui, sous les influences exclusives des États-Unis, de la Russie, de la Turquie, de l'Allemagne. Dans ce retour au bilatéralisme, permettez-moi d'illustrer mon projet par l'évocation non exhaustive de plusieurs des pays avec lesquels la France entretient des relations privilégiées. Tout d'abord, le Levant.
Le Liban est cher à mon cœur et constituera l'une de mes priorités. Je ne reviendrai pas bien sûr sur les liens qui nous unissent, que tout le monde connaît, bien avant le soutien de Napoléon III apporté aux Maronites, puis le mandat confié par la Société des Nations. Je reconnais le soutien que le président Macron a tenté de lui apporter, à ce stade sans grand succès et dans des conditions difficiles, mais je crois que la solution passe aussi bien sûr par une évocation plus claire avec Israël, avec les États-Unis, avec la Russie, avec l'Iran, du prix que nous attachons au Liban et à sa souveraineté, de la nécessité d'un Liban libre pour la stabilité et le rayonnement du Proche-Orient et du monde arabe. Le prix que nous attachons à l'indépendance et la stabilité du Liban ne réduit en rien nos liens d'amitié avec Israël. Nous sommes au contraire pour un rapprochement entre les deux États. Je l'affirme sans naïveté et avec modestie, car il s'agit de questions éminemment complexes, mais avec force et détermination. Je n'omets pas bien sûr la question de l'instrumentalisation du Hezbollah par l'Iran, que la France ne peut régler seule. C'est pourquoi je pense que la question libanaise doit être plus systématiquement et efficacement évoquée avec nos partenaires israéliens, iraniens, russes, américains, saoudiens, ainsi bien sûr qu'avec le Saint-Siège, au nom de nos liens culturels et cultuels avec le Liban, comme le disait François Mitterrand. Pour te dire, je pense un peu illusoire de rencontrer les acteurs libanais pour les enjoindre à s'entendre entre eux, quand nous savons que le contexte international et les immixtions étrangères ne le permettent pas. On ne vole pas vers l'Orient compliqué avec des idées simples, comme le général de Gaulle le déclara au sujet de la campagne de Syrie de l'été 41, ni en homme pressé, comme le fit, même avec beaucoup de bonne volonté, Emmanuel Macron. Comment évoquer le Levant sans parler du conflit israélo-palestinien? Par souci de constance et parce que je la crois juste, politiquement, historiquement et moralement, je resterai fidèle à la ligne officielle du Quai d'Orsay, engagement constant de la France en faveur de la solution des deux États. Le conflit israélo-palestinien ne pourra être résolu que par la création d'un État palestinien indépendant, viable et démocratique, vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. La solution des deux États dans des frontières fondées sur les lignes de 1967 est assortie d'une solution juste, équitable et agréée au problème des réfugiés. Elle est la seule qui permette de répondre aux aspirations nationales des Israéliens et des Palestiniens. La France plaide en faveur de la création d'un État palestinien. La France considère que Jérusalem doit devenir la capitale des deux États. Dans l'attente d'un règlement négocié du conflit et en vertu de la légalité internationale, la France ne reconnaît aucune souveraineté sur Jérusalem. Fermez la citation. Je précise que les lignes de 1967 ne sont pas intangibles. S'il apparaît un jour qu'un accord bilatéral entre Israéliens et Palestiniens intervient, bien sûr, et hélas, nous en sommes loin. Tout ce que nous pourrons mettre en œuvre pour favoriser un tel rapprochement, nous le ferons. À ce propos, je ne peux que me féliciter des rapprochements récents entre Israël et le monde arabe. Il me semble que la France, qui entretient simultanément des relations privilégiées avec le monde arabe et avec Israël, bénéficie d'une expertise, d'une familiarité avec le Levant qui a peut-être été négligée, y compris parfois par nos partenaires américains. Il appartient d'abord aux Israéliens et aux Palestiniens de résoudre ce conflit. La vocation de la France est de favoriser cette résolution. Avant d'évoquer le Maghreb, un mot sur la péninsule arabique. La dérive islamiste de certains pays ne peut être ignorée. Mais je crois que la France est bien placée pour en souligner l'impasse. Les Émirats arabes unis, comme Oman, sont des pays sur lesquels la France peut s'appuyer pour faire reculer les idéologies islamistes qui menacent aujourd'hui la stabilité du monde. Suivons donc notre tour de la Méditerranée pour évoquer le Maghreb. Je souhaite maintenir et enrichir nos liens avec les trois États du Maghreb. Je pense au royaume du Maroc qui nous est cher et à notre appui à la stabilisation en Tunisie si les autorités tunisiennes la sollicitent. En raison de malentendus possibles sur ma vision de la relation franco-algérienne, permettez-moi d'évoquer plus spécifiquement ce pays. Monsieur Xavier Driancourt, fin connaisseur de la relation franco-algérienne, car ancien ambassadeur à Alger, a récemment déclaré que la plupart des présidents français nouvellement élus, en particulier Jacques Chirac, puis François Hollande et Emmanuel Macron,
tentait initialement d'améliorer une relation perçue comme spéciale avec un certain enthousiasme, un certain élan, puis finissait assez rapidement par buter sur les irritants bilatéraux, toujours les mêmes, les questions mémorielles, les visas, et ce qu'il faut bien nommer, la forte réticence algérienne à mettre en œuvre une politique de réadmission de ressortissants indésirables sur le sol français. Je mettrai en œuvre une politique exactement inverse, sur le plan chronologique et sur le plan méthodologique, mais avec le même objectif d'entretenir des relations amicales avec l'Algérie et en tenant compte des observations de l'ambassadeur Diancourt dans son dernier ouvrage, qui explique par exemple que les Algériens comprennent et connaissent parfaitement les Français, tandis que les Français qui croient connaître l'Algérie, sorte de miroir déformé de la France, bien souvent n'y comprennent rien. Je n'oublie pas la fameuse observation selon laquelle Marseille est plus proche géographiquement d'Alger que de Paris et n'entrerait pas dans le débat consistant à déterminer si la Méditerranée doit être perçue comme une frontière entre Europe et Afrique ou un lac autour duquel serait favorisée une civilisation ayant vocation à l'unité. Vis-à-vis de l'Algérie, mon souhait est donc d'emblée de conditionner tout nouvel octroi de visa au profit de ressortissants algériens, toute autorisation de transfert de fonds, toute acquisition de propriété en France par un dignitaire algérien à plusieurs éléments, incluant une mise en œuvre effective de la réadmission par les autorités consulaires algériennes en France. Je pense qu'il vaut mieux s'attaquer à ces irritants d'emblée, ce qu'aucun de mes prédécesseurs n'a eu le courage de faire, et ensuite de nouer progressivement des relations normales d'État souverain à État souverain, ce qui me semble être plus encore dans l'intérêt de l'Algérie et des Algériens que de la France. Au fond, nous ne sommes pas dépendants économiquement de l'Algérie, ni d'ailleurs du gaz algérien. Il est surtout dans l'intérêt de l'Algérie que ses relations avec la France soient saines et apaisées. Je le répète, sans rien oublier du passé, car reconnaissance du passé, de ses éléments glorieux et de ses ombres ne signifie pas repentance, je souhaite nouer des relations amicales avec le peuple algérien parce que c'est notre intérêt mutuel et parce que c'est une question au fond plus sentimentale de part et d'autre que rationnelle ou économiquement indispensable pour la France. Les Algériens qui vivent déjà en France et se comportent conformément au droit français, respectent nos us et coutumes et aiment la France, ses traditions, son histoire, sa culture, qui bénéficient d'un contrat de travail et qui nous enrichissent de leur savoir-faire, ce qui constitue, je pense, la majorité d'entre eux, n'ont pas de raison de ne pas être invités à y rester. Les autres, certes minoritaires, devront partir et les services consulaires algériens devront délivrer des laissez-passer en respectant la décision souveraine de la France d'éconduire de son sol tout étranger qu'elle juge indésirable, même d'ailleurs sans condamnation pénale. Une fois élu, j'adopterai un discours décomplexé, clair et lisible pour l'Algérie. Je pense que nos deux pays ont tout à y gagner. Je veux adopter une politique d'ailleurs comparable à l'égard des Comores, par exemple. Permettez-moi de passer directement des rives méditerranéennes à celles du Rhin et de l'Elbe, parce que je voudrais, au sujet de l'Allemagne, également dissiper tout malentendu. Si j'ai pu, à juste titre, critiquer vivement Mme Merkel, car je crois que la politique énergétique et migratoire, mais également la discrète et habile hégémonie sur l'Europe qu'elle mena fut particulièrement funeste pour l'Europe et pour son propre pays, je tiens à souligner que je ne nourris aucune hostilité à l'endroit de la nation allemande. Je suis aussi bien consciente de l'interdépendance économique entre la France et l'Allemagne et des influences culturelles et civilisationnelles mutuelles dont on est parfois trop peu conscient en France, ou qu'il fut de bon ton de gommer des ouvrages scolaires en France après la guerre de 1870. Par exemple, le fait que les Francs sont des Germains, sans parler de la Confédération du Rhin, par laquelle la France a en fait commencé à unifier l'Allemagne avant même Bismarck. Les traditions politiques françaises et allemandes diffèrent profondément, et bien souvent, les Allemands perçoivent la France comme trop jacobin, tandis que les Français ne comprennent guère le fédéralisme allemand. Je n'y crois pas du tout incompatible. Dès lors que l'on ne cherche pas à plaquer, sans le dire, le modèle allemand sur la France, via l'Europe des régions ou la constitution de grandes régions transfrontalières. Chaque nation a son génie propre, sa tradition politique et son organisation territoriale.
Je chérirais, comme le firent De Gaulle et Adenauer, puis Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, qui la forgèrent, la réconciliation franco-allemande, sans suivre en revanche le modèle Macron-Merkel d'aveuglement français à l'égard de Berlin. Il est normal que Berlin défende ses intérêts, que nous défendions les nôtres, ce que le président Macron fit insuffisamment, et que France et Allemagne, sans exclusive, œuvrent aux intérêts du continent européen. Je ne laisserai pas l'Allemagne détruire l'industrie nucléaire française, par exemple, mais m'efforcerai de convaincre nos partenaires allemands, comme la crise gazière actuelle le favorise, du bien fondé du modèle énergétique français, fondé principalement sur le nucléaire et l'hydroélectricité. Cela n'interdit pas, bien au contraire, les coopérations franco-allemandes dans la recherche et le développement sur l'hydrogène ou les nouvelles sources d'énergie, par exemple. Vous connaissez ma position sur l'escroquerie éolienne, inutile donc d'y revenir, mais je souligne que l'éolien compte aussi de nombreux adversaires en Allemagne. Dans le domaine de la défense, l'Allemagne a des intérêts divergents des nôtres. Elle considère l'OTAN comme le pilier naturel de sa sécurité, aujourd'hui comme hier. Ce qui l'amène à acheter américain. Défense sol-air, avions de patrouille maritime et avions de combat pour la mission nucléaire de l'OTAN, et à ne pas s'être doté d'un modèle d'armée complet. Pacifiste, en dépit de son réarmement tardif, qui ne sera au fond qu'un rattrapage d'années de sous-investissement, elle condamne l'exportation d'armement qu'elle ne voit pas, comme nous, comme le prolongement de sa diplomatie. Antinucléaire, bien que poursuivant paradoxalement la mission nucléaire pour le compte de l'OTAN, elle ne peut en rien comprendre le fondement de notre dissuasion qui demeure la pierre angulaire de notre défense. Patriote, elle poursuit la défense de ses intérêts dans l'espace, passant de capacités satellitaires partagées avec la France à une solution strictement allemande dans les deux domaines, comme elle les poursuit dans les programmes en coopération, où ses exigences en termes de gouvernance et de technologie sont inversement proportionnelles à son poids, ses investissements et à son avancée. L'Allemagne s'affirme ainsi comme le négatif absolu de l'identité stratégique française, fondée sur l'indépendance, la dissuasion et un modèle d'armée et industriel complet de rang mondial. Prenant acte de ces différences de fond, qui sont des divergences stratégiques irréconciliables, nous arrêterons l'ensemble des coopérations avec Berlin. Avions de combat, comme chars du futur, pour poursuivre nos propres programmes de remplacement du char Leclerc et du Rafale. J'arrêterai également le soutien français à la revendication allemande d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Je souhaite cependant nourrir l'amitié franco-allemande par plusieurs mesures, tout particulièrement la relance de l'apprentissage de l'allemand dans les écoles et l'enseignement supérieur et professionnel français qui s'est effondré depuis la chute du mur de Berlin. Dans le cadre de la restauration du cadre d'Orient, dont Emmanuel Macron a programmé la suppression, je fusionnerai les concours et donc les corps de conseillers et de secrétaires des affaires étrangères d'Orient et rétablirai la langue allemande au concours externe dans la section Europe centrale et orientale. Je pense à la langue, mais aussi à la culture allemande. Je souhaite aussi renforcer concrètement l'usage de l'allemand et du français au sein des institutions européennes qui, je suis navré de le rappeler, mais n'ont pas vocation à demeurer de facto presque exclusivement anglophones. Cela ne peut se faire qu'en accord avec les autres États membres, mais l'Union européenne n'a pas intérêt à être anglophone. L'emploi d'une langue ne revêt pas qu'un aspect technique, il s'agit d'une question éminemment politique et qui a une influence sur le mode de pensée. De nos jours, l'anglophonie engendre souvent une pensée néolibérale. Je souhaite renforcer encore les échanges et partenariats universitaires et scientifiques de part et d'autre du Rhin. Je souhaite muscler l'Office franco-allemand pour la jeunesse et rendre sa vigueur initiale à contre-pied de ce qu'il faut bien appeler sa mièvrerie bien pensante actuelle de type lâcher de ballons et autres enfantillages. Au fond, France et Allemagne se connaissent trop peu et l'Allemagne demeure souvent une destination trop exotique pour les Français. En étroite coopération avec nos partenaires allemands, aux échelons fédéral et fédérés, je veux contribuer à y remédier. Enfin, sur un plan trilatéral, je souhaite relancer le triangle de Weimar avec la Pologne, en sommeil pratiquement depuis sa création en 1991. Il me semble que c'est un défi à relever. Poursuivons notre voyage vers l'Asie-Pacifique. La Chine est très spécifique.
Et je m'appuierai davantage sur les cynisants du Caire, sur nos universitaires et chercheurs, sur nos entreprises implantées là-bas, et non sur le seul Jean-Pierre Raffarin. Un ancien ambassadeur à Pékin a expliqué que les autorités de Pékin ne comprenaient que les rapports de force, qu'il nous fallait traiter exclusivement sur le mode d'égal à égal avec elles et que les autorités françaises ne le comprenaient pas toujours. Le comportement coupable de certains dirigeants consistant à afficher une sorte de soumission, y compris pour attirer les touristes chinois, est à proscrire. Nous contribuerons à faire respecter le droit international, le droit maritime, y compris par la Chine populaire, dans les régions du globe où la puissance française est présente. Nous sommes une puissance d'Asie-Pacifique et d'Asie-Océanie. Par notre présence ultramarine, militaire, par notre marine nationale. Nous développerons notre partenariat avec le Japon, la Corée et plusieurs autres pays. Grâce à nos territoires ultramarins, dont la protection sera renforcée, nous consoliderons notre présence en Asie-Océanie et nous nous garderons de tout suivisme à l'égard de l'administration Biden, qui en effet a besoin d'ennemis pour souder ses alliés sous sa domination et que je juge sans aucun esprit de polémique, mais à contrario d'apaisement, trop agressive à l'égard de Pékin. Je prône l'équidistance. Une fois élu, je maintiendrai des relations avec Pékin d'égal à égal et dans le respect de notre souveraineté, y compris dans les régions d'Asie-Pacifique où la France est présente. Pour illustrer ma volonté de renouer avec l'expertise bilatérale de la diplomatie française dans le cadre de la réaffirmation du rayonnement de la France au sein du concert des nations, je dois limiter mes illustrations à quelques pays. Et bien sûr, je ne peux aborder ici nos relations très spécifiques avec la Grande-Bretagne, avec l'Irlande, avec les Pays-Bas et avec la Belgique, nos liens avec nos sœurs latines, Espagne, Italie, Portugal, Roumanie, Argentine. J'aurais pu citer également de nombreux pays historiquement amis, voire intimes, comme le Sénégal, le Gabon, le Niger, la Guinée et le Tchad, la Grèce, berceau de notre civilisation, et Chypre, la Serbie, la Croatie, la Slovénie ou encore l'Arménie, l'Égypte bien sûr, je dirais même évidemment, tant ce pays est clé pour la stabilité du pourtour méditerranéen et tant d'autres pays avec lesquels nos relations sont vitales. Après ce bref tour d'horizon, entrons dans le vif du sujet et voyons quelle sera au XXIe siècle la place de la France dans le concert des nations. Contrairement aux dernières déclarations d'Emmanuel Macron devant la conférence des ambassadeurs en août 2019, d'ailleurs intéressante mais révélatrice de son aveuglement et d'une vision bornée des relations internationales, je ne crois nullement que nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale par l'inspiration des Lumières. Je ne crois pas non plus que la Chine et l'Inde, décrites comme émergentes, mais qui sont des civilisations multiséculaires, vont détrôner cette prétendue hégémonie occidentale. Je suis donc en désaccord de principe avec le président sortant. Je pense simplement au retour à un monde multipolaire, ou plus précisément à un concert des nations, au sein duquel la France doit retrouver sa place naturelle. Je ne crois pas non plus que nous devions, sous prétexte d'adaptation à la révolution technologique, suivre sans l'admettre un modèle chinois ou sino-californien de capitalisme de surveillance. Je ne crois pas que nous devions nous y soumettre par crainte, pour citer à nouveau Emmanuel Macron, de l'effacement. Je ne le crois pas du tout non plus lorsqu'il annonce que l'Europe disparaîtra avec l'effacement de ce moment occidental et le monde sera structuré autour de deux grands pôles, les États-Unis d'Amérique et la Chine. Simplement parce que la Chine a son génie propre et que nous avons notre génie propre. Surtout, je ne définis pas du tout la civilisation occidentale comme le fait Emmanuel Macron, simplement parce que sa conception de la civilisation post-chrétienne et finalement post-européenne et déshumanisée, donc utopique, n'est pas la nôtre. Lui, il appelle, je cite, à refonder ce qui est profondément la civilisation européenne. Mais un peu de modestie sied parfois. Qui sommes-nous pour refonder une civilisation qui est le fruit de plusieurs millénaires? C'est bien dans l'esprit En Marche
qui se pensent condamnés pour poursuivre un mouvement, à une agitation permanente, ce qui est l'exact opposé de la civilisation. Évoquons maintenant le rôle de la France dans l'OTAN. Tandis que la Finlande et la Suède semblent vouloir intégrer l'OTAN, je lis parfois dans la presse internationale qu'un déséquilibre de l'OTAN ou un désengagement français serait craint, y compris outre-Atlantique, dans l'hypothèse de mon élection. Je voudrais dissiper tout malentendu. Je souhaite simplement renouer avec la politique qui fut la nôtre de 1966 à 2009, qui n'impliqua nullement une soumission à Moscou, un éloignement de nos engagements au titre de l'article 5, et jamais, entre 1966 et 2009, la loyauté de la France à l'égard de l'OTAN n'a été mise en défaut. Je ne placerai simplement jamais nos forces armées sous un commandement qui ne relève pas de la souveraineté nationale française, ni sous un commandement intégré de l'OTAN, ni sous un futur commandement européen. La France est un État fondateur de l'OTAN, et c'est à l'OTAN, non à l'Union européenne, que nous devons une paix relative sur le continent européen, si l'on exclut les conditions de la dislocation de la Yougoslavie. Je ne proposerai donc pas de quitter l'OTAN, mais son commandement intégré, comme ce fut le cas de 1966 à 2009. Les raisons données d'ailleurs par le général de Gaulle en 1966 s'appliquent encore aujourd'hui. Non-soumission à un protectorat américain exercé sur le sol européen sous couvert de l'OTAN. Refus de devoir être engagé contre notre gré dans certaines des guerres menées par les États-Unis. Ce n'est pas moi qui ai déclaré l'OTAN en état de mort cérébrale. Je ne souscris d'ailleurs pas à cette formule à l'emporte-pièce et périlleuse, même si je reconnais que le président Macron a fait preuve de fermeté à l'égard d'un Erdogan dont la présence au sein de la même organisation régionale de défense que la nôtre pourrait sembler discutable. Je le répète sans ambiguïté, élue présidente, je quitterai le commandement intégré, mais ne renoncerai pas à l'application de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord sur la sécurité collective, exactement donc comme ce fut le cas avant 2009. Permettez-moi de préciser un peu les choses. Le rapport Védrine de 2012 considère en substance qu'une deuxième sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN ne serait pas une option, mais que nous devons nous y montrer plus exigeants. C'est un point de vue respectable, et largement partagé d'ailleurs, il faut bien le dire, au sein des élites françaises, y compris militaires d'ailleurs. Mais je ne crois pas que la France puisse se montrer plus exigeante en se maintenant au sein du commandement intégré. C'est une tactique qui, selon mes observations, a échoué. Enfin, nous devons, États membres de l'OTAN, nous interroger sur la définition du rôle de cette alliance après la dissolution du pacte de Varsovie. Dès que la guerre russo-ukrainienne sera achevée et aura été réglée par un traité de paix, je me prononcerai en faveur de la mise en œuvre d'un rapprochement stratégique entre l'OTAN et la Russie, comme cela avait été naguère envisagé. C'est l'intérêt de la France et de l'Europe, mais aussi, je crois, des États-Unis, qui n'ont, même dans l'hypothèse d'une réticence de Washington à envisager une Europe de Lisbonne à Vladivostok, aucun intérêt à voir émerger une étroite union sino-russe. Puis-je ajouter enfin que le départ français du commandement intégré n'affaiblira pas l'OTAN, mais la renforcera. C'est un paradoxe peu souligné mais vérifié. Avec sa dissuasion indépendante, la France non alignée fait peser sur les ennemis du camp occidental une menace d'autant plus efficace qu'elle n'obéit pas à un alignement avec les États-Unis et qu'elle introduit donc un doute majeur proprement dissuasif dans les calculs de tout adversaire. Vous le savez, si je suis profondément attaché au bilatéralisme dans les relations internationales, il est indéniable que celle-ci comporte également une part de multilatéralisme. Pour évoquer la place de la France dans le multilatéralisme, permettez-moi de commencer par la francophonie multilatérale, qui doit être notre priorité, comme le Commonwealth l'est pour les Britanniques. Le rapport de l'actuel gouvernement à la francophonie ne va guère au-delà de messages de soutien polis. Elle ne semble pas être considérée au sein du Quai d'Orsay comme un créneau porteur et bien identifié par la plupart de nos diplomates. Pire, subventionner l'Institut français et les alliances françaises se fait en pure perte si la France est perçue comme déclinante, y compris culturellement, si les dirigeants français s'expriment comme Emmanuel Macron en Globiche, à Berlin ou en Inde.
La francophonie n'est malheureusement pas perçue comme l'un des 2 ou 3 enjeux géostratégiques pour la France à long terme, ou même comme un sujet économique d'envergure. Il importe donc de reconstruire une vision politique à long terme, articulant ces différentes dimensions. L'Union francophone, que j'appelle de mes voeux, assumerait une triple dimension. Culturelle, bien sûr, par un soutien plus large à des programmes de diffusion de la langue française. Politique, par la complémentarité avec les actions des partenaires régionaux ou de l'ONU en cas de crise locale. Économique et financière, par la création d'une institution de financement et d'une institution d'expertise technique. La francophonie institutionnelle doit être un instrument de réussite pour le développement du continent africain. À ce titre, la création d'une agence francophone de promotion de l'industrialisation en Afrique pourrait être étudiée. Elle permettrait de promouvoir une industrialisation écologiquement efficiente du continent, dans l'agroalimentaire et l'économie verte notamment, en anticipation de l'importance démographique du continent africain et donc de sa part dans les changements climatiques d'ici à la fin du siècle. L'un des dogmes des turiféraires du multilatéralisme consiste à croire que la France seule n'existe plus, mais que le multilatéralisme onusien ou européiste permettra de démultiplier sa puissance et son influence. Rien n'est plus faux. D'ailleurs, la vérité nous oblige à dire que, par exemple, les démocrates américains déguisent souvent en action multilatérale la manifestation de leur puissance. S'ils ne peuvent contrôler une organisation multilatérale, généralement ils la quittent ou n'y adhèrent pas. Ils n'ont ni budget, ni temps à y perdre. Je conçois le multilatéralisme, et c'est la politique que je mettrai en œuvre, comme nécessitant une non-immixtion dans les affaires intérieures au nom d'une prétendue responsabilité de protéger, qui est en fait la version édulcorée du devoir d'ingérence cher à Bernard Kouchner. Je placerai la souveraineté des États au cœur de ma conception du multilatéralisme. Je ne crois nullement que l'interdépendance des États, économique notamment, ferait de la souveraineté une réalité dépassée. Bien au contraire, l'État doit protéger des interdépendances ou au contraire les promouvoir lorsqu'elles sont bénéfiques. Je suis là pour une organisation westphalienne des relations internationales, pour un concert des nations, non pour une prétendue communauté internationale ou gouvernance mondiale, pure utopie ou déguisement de l'hégémonie exercée par une ou deux superpuissances. Par ailleurs, je ne crois pas que le fait de quitter une organisation multilatérale constitue un repli sur soi ou un rabougrissement. Je le dis d'autant plus volontiers que le Frexit n'est nullement notre projet, mais lorsque la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, la classe dirigeante française a parlé d'un repli nationaliste et insulaire et prédit un cataclysme pour les Anglais. Or, il n'en est rien. Les Britanniques sont passés de la bureaucratie bruxelloise, qu'ils n'ont jamais supportée, au concept ambitieux de Global Britain, c'est-à-dire le Grand Large. Je le répète, ce n'est pas notre projet. Nous voulons réformer l'Union européenne de l'intérieur. Mais plus nous nous libérerons du carcan bruxellois, tout en restant dans l'Union européenne, plus nous nous tournerons vers le vaste monde. Il me semble que c'est ce que les Anglais ont bien compris. Un travers asphyxiant pour l'outil diplomatique français est de concentrer sur de prétendus grands enjeux globaux définis par telle ou telle agence de l'ONU ou par exemple par le GIEC. Ainsi, au lieu d'œuvrer aux intérêts de la France, nos ambassades doivent parfois se consacrer à la santé reproductive, à la promotion des droits des minorités, à l'égalité femmes-hommes ou encore à la diplomatie féministe. Or, la diplomatie française doit être orientée non en direction de prétendus grands enjeux globaux, féministes ou environnementaux, mais vers la protection et la promotion des intérêts de la France, quels qu'ils soient dans le monde. C'est cela le rôle de la diplomatie française. Pour autant, je soutiendrai les projets, ceux des programmes français ou bilatéraux, voire multilatéraux, qui auront fait la preuve de leur efficacité en faveur de la protection des femmes, notamment contre tout fanatisme religieux, contre certaines traditions, excisions, infibulation, mariage précoce, ou pour la prévention du recours aux femmes comme butin de guerre, du viol comme arme de guerre dans certains conflits armés. En revanche, les pays riches n'ont pas vocation, par l'intermédiaire de l'ONU et de ses agences, à imposer aux pays pauvres leur mode de vie ou leurs traditions. La question environnementale internationale par nature ne constituera pas l'alpha et l'oméga de ma politique étrangère et
Je pense que les coopérations dans ce domaine peuvent être bilatérales ou transfrontalières. Parcs naturels transfrontaliers, mécanismes d'alerte en cas de pollution industrielle en amont de rivières, par exemple entre la France et la Belgique, et c'est encore à améliorer, il faut bien le dire, en termes de souplesse. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, je suis pour l'efficacité et la souplesse, plus que pour les grandes déclarations sur de prétendus grands enjeux globaux et les postures internationales. Pardon, mais l'accord de Paris sur le climat, qui a mobilisé pendant de longs mois la quasi-totalité du personnel diplomatique français, est considéré comme un succès de la France. Mais on ne s'est plus alors occupé de la défense et de la promotion des intérêts de la France. La diplomatie française ne se souciait plus de la France, mais de la sacro-sainte COP21, dont Laurent Fabius fut en quelque sorte le gourou. Pour autant, je vous le dis clairement, je ne sortirai pas de l'accord de Paris. Je suis en effet favorable aux orientations de cet accord, puisque je souhaite abandonner le plus possible les énergies fossiles au profit du nucléaire civil. Bien que cette question de la crise climatique ne constitue pas la priorité de ma politique étrangère, je soutiendrai en particulier les petits États insulaires, y compris dans l'océan Indien. Je ne pense pas seulement à la crise climatique, mais simplement à des aides ponctuelles en cas de cyclone, de séisme, de cataclysme naturel. Je suis favorable à la protection de l'environnement et de la biodiversité, ou diversité biologique, terrestre et marine, favorable à la gestion durable ou soutenable des ressources halieutiques, y compris dans l'océan Indien, par exemple dans le cadre de la Commission de l'océan Indien. Emmanuel Macron a annoncé lors de la conférence des ambassadeurs de 2019 qu'il doublerait la contribution française au Fonds vert sous l'égide de l'ONU. C'est très précisément le type de pratique auquel je renoncerai. Par souci d'économie budgétaire, et parce que ces actions mutualisées sont en fait moins efficaces que les initiatives nationales ou privées, elles sont aussi moins visibles, dans le sens où les éventuels bénéficiaires n'identifient pas la France comme donateur ou contributeur, mais y voient une action multilatérale anonyme et souvent mal gérée et noyautée par certains groupes de pression transnationaux. Sur le multilatéralisme, je conclus par évoquer les Nations Unies. Je crois que notre siège permanent au Conseil de sécurité, attribué après la libération, grâce d'ailleurs au soutien de Churchill, ne peut pas seulement résulter de la Seconde Guerre mondiale et du fait que nous sommes dotés de la dissuasion nucléaire. Je pense qu'il nous appartient de justifier la légitimité aujourd'hui de ce siège permanent par le rayonnement renouvelé de notre action extérieure. Et pour redonner une certaine légitimité au Conseil de sécurité, je relancerai l'idée d'élargir la liste de ses membres permanents. Je pense bien sûr à la grande puissance qu'est l'Inde, mais aussi à un représentant de l'Afrique, voire plus tard de l'Amérique du Sud. Je sais que cette idée a déjà émergé par le passé. Je sais qu'elle sera probablement difficile, voire très difficile à mettre en œuvre. Je crois qu'elle doit être à nouveau proposée et qu'elle pourra participer à rééquilibrer les relations internationales. Si nous ne négligeons pas les G7, G20, nous voulons renforcer les relations bilatérales avec chacun des quelques 200 États avec lesquels nous entretenons des liens diplomatiques. Je souhaite promouvoir le cœur de métier de la diplomatie, l'analyse, la connaissance de terrain, le rayonnement sur le terrain, et non seulement dans les grandes enceintes multilatérales ou informelles. Dernier point avant de conclure, je souhaite une politique de coopération et de développement plus efficace et pragmatique, moins dispendieuse et plus conforme à nos intérêts. Avant tout, je souhaite renforcer la tutelle de façon effective de Bercy et du Quai d'Orsay sur l'Agence française de développement, l'AFD, qui a de facto tendance à s'en affranchir. Je souhaite une coopération étroite entre l'action de l'AFD et les priorités tant politiques que commerciales de la France. En particulier, l'AFD n'a pas vocation à financer la concurrence chinoise, le développement économique de la Chine sous couvert de développement durable ou vert. L'AFD ne financera plus l'acquisition d'infrastructures chinoises sur le sol africain, par exemple. L'AFD ne coopérera plus avec les États hostiles à la France ou refusant la mise en œuvre effective d'accords de réadmission de ses ressortissants indésirables. Je limiterai l'aide publique au développement aux pays amis de la France,
en exclurait systématiquement les pays ne mettant pas en œuvre la réadmission. Le budget du Quai d'Orsay est constitué pour moitié de contributions multilatérales et d'APD, or leur efficacité mériterait d'être mieux garantie. Je veux renforcer l'action diplomatique stricto sensu, le budget de fonctionnement de nos ambassades bilatérales, seulement 4% du budget actuel, restaurer notre outil diplomatique, réduire proportionnellement la part de l'APD dans le budget des affaires étrangères. Mais la question n'est pas que budgétaire, notre diplomatie a besoin d'un nouvel élan, d'une impulsion politique. Initialement, une politique étrangère néo-gaulo-mitterrandienne fut annoncée par le président Macron, le retour de la fierté, de l'influence et de l'indépendance diplomatique française. Nous observons également un fort recul du poids et du prestige de la France sur la scène mondiale. Non imputable à ce seul quinquennat, même si une certaine accélération n'est pas exclue. Pour autant, le courage de certains succès sont à reconnaître, en particulier sur le dossier Turquie-Grèce. Notre politique étrangère est actuellement jugée à l'étranger et en Europe pragmatique et ambitieuse, mais instable, disruptive, selon les think tanks anglophones. Les incompréhensions sont croissantes, y compris avec Berlin. Des théories sont prometteuses en termes de politique de sécurité, mais jugées non applicables dans les faits par nos voisins. Or, l'alternative un peu catastrophiste, soulignée par Jean-Yves Le Drian, serait se relever ou sortir de notre propre histoire. Idée selon laquelle la rivalité sino-américaine risque de nous mettre hors jeu, nous, Européens. Paris a fait avec Emmanuel Macron le choix de la souveraineté européenne, ou autonomie stratégique européenne, terme que je proscrirais, car ni la France ni l'Europe ne sont autonomes. Elles sont indépendantes. Et seuls les États membres de l'Union européenne sont souverains, pas l'Union européenne. Avec Emmanuel Macron, on ne comprend d'ailleurs pas toujours l'articulation entre indépendance européenne, qu'il nomme improprement souveraineté ou autonomie, avec la souveraineté nationale française, mais je pense que cette ambiguïté est volontaire, afin que l'auditoire ne sache pas s'il évoque la France ou l'Union européenne quand il parle de souveraineté. En fait, il amoindrit la souveraineté française au profit d'une souveraineté européenne illusoire, et à laquelle il est le seul à croire d'ailleurs en Europe. En forçant le trait, nous pourrions évoquer un isolement diplomatique de la France, certes relatif, et y compris d'ailleurs au sein de l'Union européenne. Enfin, le moteur franco-allemand de l'Union européenne est aujourd'hui une quasi-fiction, des accords y compris sur l'élargissement de l'Union européenne aux Balkans occidentaux, ce qui ne signifie nullement que nous devrions renoncer à une intense concertation franco-allemande que je m'emploierai à nourrir sans aucune ambiguïté ni réserve. François Mitterrand disait que l'amitié franco-allemande n'allait pas de soi et que c'était la raison pour laquelle il convenait d'y consentir un effort particulier. Je m'y emploierai donc en y ajoutant dans la mesure du possible davantage de sincérité en comparaison avec la formule mitterrandienne que je viens de citer. Voilà, mesdames et messieurs, je me tiens maintenant bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors nous ne prendrons que les questions de politique internationale, une question par média, et merci d'annoncer votre média. On va commencer là-bas au fond. J'espère que ça marche. Puis je vous distribuerai le texte. Bonjour Marianne Le Pen, Loïc Besson, BFM TV. Puisqu'on parle de vos relations diplomatiques avec d'autres dirigeants, est-ce que vous comprenez que votre proximité avec Viktor Orban, qui a sa vision à lui de la démocratie, puisse s'inquiéter, puisqu'on est en campagne présidentielle, d'ailleurs votre adversaire il a fait référence pour vous attaquer. Est-ce que vous comprenez aussi que peut-être votre proximité souhaitée avec la Russie et que la guerre sera finie en Ukraine puisse s'inquiéter alors que le procureur de la Cour pénale internationale parle, lui, de scène de crime en Ukraine? Merci. Eh bien non, je ne le comprends pas, car je suis obligé quand même de rappeler que la Pologne et la Hongrie font partie de l'Union européenne. Je suis un peu étonné que le président Emmanuel Macron, président du Conseil, ait eu à leur égard des propos que j'ai considérés parfaitement inutilement insultants, surtout lorsque l'on sait, notamment en ce qui concerne la Pologne, l'effort surhumain que produit la Pologne pour venir en aide aux centaines de milliers, voire millions d'Ukrainiens qui aujourd'hui fuient la guerre pour se réfugier en Pologne. Je rappelle également, il serait peut-être utile de le souligner, que la Pologne et la Hongrie font partie des 10 États européens qui, comme la France, la Croatie,
la Slovénie, la République tchèque, la Slovaquie, la Finlande et la Roumanie se sont solidairement prononcés avec un succès quand même relatif pour la relance du nucléaire civil en Europe, en opposition avec la ligne que je considère totalement utopique de Berlin, utopique et objectivement désastreuse, y compris en termes de coût de l'électricité pour les ménages et les entreprises. Je pense que cette alliance de circonstances a constitué une pression efficace sur la Commission européenne qui est si prompte à servir en règle générale la politique même erronée de nos voisins allemands. Je trouve d'ailleurs que cette stratégie qui a été mise en œuvre par Emmanuel Macron et par son ministre Beaune eh bien, était judicieuse et adaptée. Vous voyez, je suis capable de reconnaître une démarche positive lorsqu'elle l'est, mais je pense que la campagne électorale ne devrait pas pousser Emmanuel Macron à des propos qui sont des propos tellement injurieux qu'ils sont définitifs. Je ne crois pas me souvenir que jamais l'ambassadeur de France a été convoqué par le gouvernement polonais. Il n'est pas bon de créer ce genre de précédent et la campagne électorale française ne le justifie pas. Pendant des mois de campagne électorale, le président a oublié le candidat et manifestement depuis quelques jours, le candidat a oublié qu'il était aussi président. Pour le reste, je considère que ce qui nous rapproche incontestablement dans la vision que nous avons avec la Hongrie et la Pologne, c'est la vision que nous développons de ce que doit être l'organisation européenne. L'organisation européenne doit s'éloigner d'une Union européenne qui avance de plus en plus par la menace, par le chantage, par l'absence totale de respect de la souveraineté des nations et des peuples. Et ce que nous souhaitons, c'est cela. C'est redonner aux nations qui sont souveraines plus de pouvoir et à l'Union européenne moins de pouvoir qu'elle s'est d'ailleurs auto-attribuée. Je rappelle que le peuple français a voté contre la Constitution européenne. Et par conséquent, je me dois évidemment de tenir compte de ce référendum puisque l'ensemble de la classe politique française l'a foulé aux pieds. Donc, tant la Pologne que la Hongrie et que moi-même, en l'espèce, nous avons, sur ce sujet de la nécessaire transformation de l'Union européenne en Alliance européenne des nations, probablement une vision commune. De la même manière que nous avons une vision commune sur la nécessité de la primauté de la constitution des nations souveraines sur les directives ou traités de quelque nature que ce soit. Je vais vous dire, je pourrais même rajouter à cette liste l'Allemagne, car la réalité, c'est que l'Allemagne est très attachée à ce qu'il n'y ait aucune règle qui puisse s'appliquer en Allemagne et qui soit contraire à la constitution allemande. Et ceci est tout à fait raisonnable, car en réalité, c'est la seule position véritablement démocratique. Car si la démocratie ne puise pas sa force dans le peuple, je ne vois pas où alors elle puise sa force. Concernant la Russie, le procès qui me fait est un procès particulièrement injuste. Car la réalité, c'est que je n'ai toujours défendu, dans les positions que j'ai prises, que l'intérêt de la France, et exclusivement l'intérêt de la France. Je crois que sur ce dossier aussi, d'ailleurs, il y avait des similitudes entre la position d'Emmanuel Macron et la mienne. Car durant des années, les années de son mandat, que ce soit au début de son mandat, où il a invité Vladimir Poutine à Versailles, ou que ce soit à Brégançon, où une rencontre avec Vladimir Poutine a été organisée, vous vous en souvenez, en 2019, Emmanuel Macron, en tout cas dans les mots, on lui reproche maintenant, c'est plus souvent dans les mots que dans les actions, mais ça c'est un autre sujet, en tout cas dans les mots, souhaitait, je le cite dans le texte, réarrimer la Russie à l'Europe et évoquait, à l'occasion de cette rencontre de 2019 de Brégançon, l'Europe de Lisbonne, disait-il, à Vladivostok. Donc c'était pas de Brest à Vladivostok, mais c'était de Lisbonne à Vladivostok. Ça n'est jamais que la position
que j'ai défendu, car jusqu'au déclenchement de la guerre en Ukraine, je pensais qu'effectivement, il était dans l'intérêt de la France que de réarrimer la Russie à l'Europe, et pour, je vous l'ai dit dans mon intervention, empêcher surtout la Russie de constituer avec la Chine une alliance si soudée, sur le plan peut-être, après tout, d'abord économique, énergétique, peut-être demain militaire, voire monétaire. Et tout ceci n'est pas bon ni pour la France ni pour l'Union européenne. Excusez-moi de la longueur de ma réponse, mais il me semble que la question le nécessitait. Bonjour, Hussein Knaber de la chaîne Al Arabiya. Madame Le Pen, contrairement au président Macron qui considère que Bachar el-Assad est un dictateur sanguinaire, vous avez évoqué à un certain moment une possible rencontre avec Assad et un possible rétablissement de relations diplomatiques avec la Syrie. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et un mot sur le Liban, une question sur le Liban que vous avez évoquée. Question par média. Quelle aide la France pourrait-elle apporter au Liban dans un contexte économique et financier très difficile? Merci. Alors d'abord, je n'ai jamais évoqué une rencontre avec Bachar el-Assad. Déjà, c'est la première des choses. Donc, ça n'est pas le cas. Maintenant, oui, j'ai plaidé pour le rétablissement des relations diplomatiques de la France, effectivement, avec la Syrie, parce que je considère qu'à chaque fois que l'on rend les relations diplomatiques avec un pays, eh bien, on devient aveugle. Voilà. Et que la diplomatie, c'est précisément ça. C'est précisément dans les moments difficiles, dans les moments de tension, dans les moments compliqués, avoir un canal qui soit un canal de conversation, un canal de discussion. J'avais d'ailleurs regretté, je l'ai dit, j'assume tout à fait cette position, la rupture des relations diplomatiques avec la Syrie, qui nous a aveuglés, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme islamiste, peut-être au moment le plus dangereux que traversait le pays. Donc nous avons tout à perdre à la rupture de ces relations diplomatiques, et quand on a tout à perdre, c'est qu'il faut évidemment faire autrement, puisque comme je vous le dis, ma seule boussole, c'est l'intérêt et accessoirement la sécurité, bien entendu, de la France et des Français. Pas d'abord encore un marin de parti sans pays. Pour TF1 LCI, Emmanuel Macron a estimé hier que cette élection était aussi un référendum sur l'Europe pour la paix, et qu'il a opposé à d'autres visions de l'Europe, et notamment à vos alliances avec par exemple la Hongrie. Qu'est-ce que vous lui répondez, et est-ce que vous pouvez justement nous expliquer d'où l'Europe que vous prenez aujourd'hui? J'ai du mal à vous répondre, je ne comprends pas ce que veut dire c'est un référendum pour ou contre l'Europe. Personne n'est contre l'Europe. Non mais personne n'est contre l'Europe. Je comprends bien quelle est l'ambiguïté qu'Emmanuel Macron cherche à faire naître dans cette élection. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je veux dire, nous sommes tous des défenseurs de l'Europe. Et moi, je considère que transformer l'Union européenne en Alliance européenne des nations, c'est sauver l'Europe. Je vais même plus loin que cela. Je pense que c'est la sauver. Parce que la réalité, c'est que le comportement de l'Union européenne lors des dernières années est probablement à l'origine de la défiance chaque année plus importante du peuple français à l'égard de l'Union européenne. Donc, le projet que je porte est un projet, au contraire, qui va réconcilier le peuple français avec une organisation européenne qui soit une organisation européenne respectueuse des nations libres et souveraines. C'est vrai, deux visions qui sont différentes, mais ce ne sont pas deux visions, l'une pro-Europe et l'autre anti-Europe. C'est juste deux visions de l'organisation de l'Europe. Parce que l'Europe, nous y sommes. Nous sommes évidemment européens, bien sûr. Nous sommes français et nous sommes européens. Personne ne le conteste. Et personne ne conteste qu'il faille une organisation entre elles des nations.
C'est la forme que prend cette organisation qui nous fait diverger. Moi, je veux une Europe des coopérations, qui soient des coopérations librement consenties. Je veux une Europe d'Airbus, une Europe d'Ariane, une Europe demain d'un grand commissariat, par exemple, européen à la mer, comme nous avons pu faire des coopérations dans le spatial. Je ne suis pas pour une Europe qui menace. Je ne suis pas pour une Europe qui fait du chantage. Et puisqu'il s'agit là de lever un certain nombre d'ambiguïtés, Emmanuel Macron a parlé du fait que je ne souhaitais pas payer ma cotisation au club. C'est une drôle d'image, j'ai trouvé, mais je ne souhaite pas arrêter de verser la contribution de la France à l'Union européenne. Je souhaite la baisser. Voilà. Je souhaite la faire revenir au niveau qui était la sienne sous Jacques Chirac, c'est-à-dire en réalité au niveau de la contribution nette à l'Union européenne. Et pour cela, je souhaite la baisser de 5 milliards, alors qu'elle est aujourd'hui entre 8 et 9 milliards en moyenne. Voilà. Donc c'est tout simple. Et ça n'empêche pas que nous verserons évidemment une contribution à l'Union européenne. Et à partir du moment où nous sommes dans la difficulté financière, et je crois que l'Union européenne n'est pas très économe. Après tout, comme je l'ai dit hier, tout le monde fait des efforts. L'État français lui-même va faire des efforts. Emmanuel Macron a créé 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans. D'autres pays qui ont eu à vivre le Covid, eux aussi, ont des dettes qui certes se sont aggravées, mais sans commune mesure avec celle de la France. Eh bien, je pense que l'Union européenne peut aussi faire des économies sur son fonctionnement. Clovis Casali, France 24. Vous avez rapidement condamné l'invasion russe en Ukraine. Vous parlez aussi beaucoup de la souveraineté des peuples. Les Ukrainiens sont en train de se défendre face aux Russes. Vous, Présidente, seriez-vous prête à autoriser la livraison d'armes, donc de l'équipement ou du renseignement sur le terrain? Alors, j'ai pas rapidement, si je ne me suis pas justement exprimé longuement dessus, c'est parce que je me suis exprimé longuement, évidemment, depuis plus d'un mois sur ces sujets. Donc, réponse, oui. Oui pour les armes oui pour les éléments de défense, les instruments de défense, oui pour le renseignement, bien sûr, évidemment. Je suis plus réservé, évidemment, sur la livraison d'armes directes. Pourquoi? Parce que, vous le comprenez bien, la ligne entre l'aide et la co-belligérance est mince. Et évidemment, je crois que ce qui inquiète la France, et ce qui inquiète d'ailleurs aussi l'Allemagne, c'est en réalité une escalade de ce conflit qui entraînerait toute une série de pays dans un engagement militaire dont nous ne connaîtrions pas la suite. Bonjour Madame Le Pen. Le ministère de votre journal. En quoi consisterait précisément cette alliance européenne que vous appelez de vos voeux et qui serait amenée à substituer à l'Union européenne? Quelles en seraient les règles? Merci. Alors, si vous voulez, je peux refaire une conférence de 3 heures, mais ça va être difficile de vous répondre précisément. Car si vous voulez des réponses précises, ce que je peux faire, c'est vous renvoyer vers le manifeste que nous avons rédigé lors des dernières élections européennes, qui est un manifeste qui doit faire à peu près 120 pages et qui expose de manière extrêmement claire les règles que nous souhaitons mettre en œuvre. Mais sur les principes, vous l'avez compris, le principe c'est que chacun des peuples étant libre, il détermine lui-même sa propre constitution. Et qu'autant on peut encore une fois effectuer des coopérations, autant si des règles internationales ou européennes vont à l'encontre de la constitution de nos pays, nous considérons que ces règles n'ont pas vocation à s'appliquer en droit français. C'est d'ailleurs exactement ce que j'ai introduit dans mon référendum, car vous savez, je souhaite faire un référendum dès mon élection sur l'immigration, avec toute une partie qui est une révision constitutionnelle de la Constitution française, dans lequel j'intègre notamment toute une série d'articles sur la politique
concernant les étrangers, l'acquisition de la nationalité, etc., puisque la Constitution française en est pour l'instant dépourvue, mais également un article indiquant très clairement que toutes, encore une fois, les dispositions qui entreraient en contradiction avec la Constitution française ne s'appliqueront pas en droit interne français. Pour le reste, toutes les coopérations économiques, tout ce qui vise à protéger l'espace européen. Là encore, il y a eu une ambiguïté qui a été diffusée par les équipes d'Emmanuel Macron et que je ne comprends pas, qui consisterait à dire Marine Le Pen veut remettre en cause la libre circulation des marchandises parce qu'elle veut opérer des contrôles aux frontières. Mais bien sûr, je veux opérer des contrôles contre les fraudes. Bien entendu. Évidemment. Évidemment que je veux pouvoir opérer des contrôles sur les produits qui arrivent en France et qu'ils soient d'ailleurs extra-européens ou intra-européens. Et je crois qu'on a été assez, enfin peut-être alerté à nouveau d'ailleurs par les événements qui viennent d'avoir lieu où des produits eh bien, ont entraîné la mort de 2 enfants. Il y a 25% d'importations alimentaires frauduleuses en France. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un rapport sénatorial du Sénat français. 25% d'importations alimentaires qui sont frauduleuses. Je ne souhaite pas, et je pense que jamais il n'a été question que le marché qui est celui de l'Union européenne soit la loi de la jungle. C'est pas le laisser faire, laisser aller, laisser passer. On ne pourrait pas se protéger, protéger notre santé, protéger la santé de nos enfants, par exemple. Vous voyez? Donc, voilà, je n'ai pas d'hostilité, encore une fois, à l'égard d'une organisation européenne, mais je ne souhaite pas que l'Union européenne devienne une sorte de gouvernement supérieur en autorité à celui que les peuples se sont choisis. Parce que je suis profondément attaché à la démocratie. Bonjour. Je me dis que mes réponses sont trop longues, alors je vais essayer de raccourcir. Bonjour, Boris Grand, spécial de j'ai une question de la part de Vladimir Poutine. Il se demande pourquoi vous lui répondez plus, vous lui manquez. Il veut savoir si président pour renouveler avec lui, il a besoin de vous, d'une alliée et surtout d'une alliée en Europe. Il est réaliste. Excusez-moi, je n'ai pas entendu avec le bois. De quel média êtes-vous? Excusez-moi, mais non, excusez-moi. Ça m'inquiète. Non, mais excusez-moi, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes un provocateur et par conséquent, j'ai autre chose à faire que la vraie. Est-ce qu'on peut avoir une autre question, s'il vous plaît, ou alors on met fin à cette conférence? Oui, bonjour, madame. Roger Cohen du New York Times. Parti a reçu de 9 millions d'euros. Le soutien de madame Le Pen vis-à-vis de Vladimir Poutine. Le cœur. Possible. Voilà, on a créé ce collectif, on a dénoncé le gouvernement, maintenant on dénonce l'extrême droite. Et, vous dénoncez quoi? On dénonce la complaisance de Marine Le Pen contre Vladimir Poutine, contre la guerre, le fait qu'elle a toujours été son amie, qu'en 2017 elle a dit qu'elle était alignée avec Poutine sur la question de l'Ukraine. Lors de sa rencontre avec Poutine à Moscou. Et elle a pris à cette occasion des photos qui ont été tirées sur 1,5 million de tracts qui ont été jetés à la poubelle lors de la guerre, lors du début de la guerre en Ukraine, qui étaient donc sur ses premiers tracts de campagne. Donc elle a utilisé la figure de Vladimir Poutine pour se donner une stature internationale, alors que c'était un criminel de guerre depuis Grozny, depuis Alep, et aujourd'hui elle ment explicitement pour se faire élire, mais le lendemain de l'élection, on peut être sûr qu'elle conclura une alliance avec Poutine, et donc que toute la solidarité européenne, le peu de solidarité européenne qui a été gagné sur ces dernières semaines, et ben, il serait évanoui du jour au lendemain. L'objectif du collectif Ibiza, c'est de mettre à l'avant de l'agenda médiatique des sujets dont on trouve qu'on ne parle pas assez. Et donc là, ça a marché puisque vous êtes tous en train de me parler de voilà, qu'est-ce qu'on a voulu montrer. Et donc on a voulu juste rappeler qu'en fait Marine Le Pen présidente, eh ben, ce ne serait pas du tout la même position par rapport à l'Ukraine, ce serait
n'a pas du tout la même position par rapport à la Russie. Et là, dans cet entre-deux tours, on a un peu l'impression qu'on croit que Macron ou Le Pen, c'est la même chose, que c'est soit l'ultralibéralisme, soit le racisme. En fait, non, avec Le Pen, on aura l'ultralibéralisme et le racisme. Et on a besoin, là, dans cet entre-deux tours, de rappeler le danger qu'est le Front National. On est dans un super endroit, super policé, ça fait beau, on a l'impression qu'elle est déjà présidente, elle arrive elle est installée comme déjà une présidente. Et en fait, c'était pour déranger un peu tout ça et de se dire qu'en fait, ça va pas être juste beau et policé Marine Le Pen présidente, ça va être des relations diplomatiques fortes avec la Russie, qui aujourd'hui commet des crimes de guerre en Ukraine. Donc c'est un message très politique. Ah, tout à fait. Le collectif Ibiza, on est là pour parler de choses sérieuses, sans se prendre au sérieux, mais c'est tout à fait sérieux. Okay. Désolée madame, votre nom Pauline Rapilly-Ferniaud. Ça va. Vous êtes de quelle organisation Collectif Ibiza. Je pense que c'est anti-démocratique. On est au devant d'un choix qui est un choix très important pour le pays, qui est le choix du futur président de la République. Je pense qu'on peut très bien exprimer des positions opposées sans essayer d'empêcher l'expression démocratique des projets des uns et des autres, surtout dans une conférence de presse pour le coup. Vous avez essayé merci, on ne refait pas une conférence de presse, merci beaucoup. Vous avez dit il y a quelques années que vous étiez dans la même ligne que Poutine, vous l'êtes encore. Stop. Vous admirez Poutine. Oui, mais mignon. On remonte. Je remonte le sac. Ah bon, vous avez tout oui, mais franchement, la fausse question j'ai mal entendu, mais j'ai tout de suite entendu que c'était une fausse question. Madame Le Pen, sur le sel, parler du sel. On ne refait pas de conférence de presse, monsieur. Vous êtes interdit ce jour en Ukraine. J'ai répondu sur le Sahel. La conférence de presse que j'ai faite sur la Russie. Dans ma conférence de presse sur la défense, j'ai évidemment longuement parlé du Mali. Car pour l'instant, ça n'est pas tant un sujet diplomatique qu'un sujet de rapatriement de nos militaires qui sont là-bas. Il fallait prendre la préférée avec le pire immédiat. Merci beaucoup, monsieur. Le plus rapidement. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous comportez comme une Madame Le Pen, qu'est-ce que vous feriez différent Emmanuel Macron au téléphone avec Vladimir Poutine? Qu'est-ce que vous lui diriez? C'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie. Pardon. Par téléphone. C'est un peu différent. Oui. Parce que vous êtes interdit de territoire en Ukraine, comment vous discuteriez avec les Ukrainiens? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, alors là c'était une conférence de presse de Marine Le Pen sur sa politique étrangère et nous notre but c'était de rappeler qu'en fait Marine Le Pen depuis longtemps elle entretient des relations plus qu'amicales avec la Russie de Vladimir Poutine et on trouve que dans cette élection présidentielle on n'en a pas beaucoup parlé et donc là l'idée quand on fait ce genre d'action avec le collectif Ibiza c'est de pointer un sujet et qu'ensuite les journalistes s'en emparent. Donc là la conférence de presse c'était parfait, on est venu, Hugo devait poser la question qui est là. Hugo devait poser la question de dire bah voilà, on a un message de la part de Vladimir Poutine qui est pourquoi tu ne me réponds plus Marine, tu me manques. Et en même temps, moi je brandissais un cœur qui faisait à peu près cette taille-là où il y avait une photo de Marine Le Pen et Vladimir Poutine qui se serrent la main. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'immédiatement il y a la sécurité qui m'a sauté dessus et qui m'a entraîné hors de la salle, mais je pense qu'au moins le message est passé.